On continue donc cette émission. 3 nouveaux invités vont nous rejoindre. On va parler éducation, mais aussi accès aux droits. L'accès aux droits des personnes en situation de handicap, c'est la grande mission de l'association Droit Pluriel. Pluriel, comme on va le voir dans cet extrait vidéo. Je vous laisse regarder. On se retrouve juste après en plateau. Droit pluriel. Pour une justice accessible à tous. On poursuit la discussion dans Tous pas pareil, tous égaux. On se retrouve donc sur le plateau avec mes invités, nos invités qui se sont installés, vous le voyez. C'est l'heure de lancer notre moment questions-réponses. Sébastien Courroux, bonjour. Enchanté, vous êtes le directeur adjoint de l'association Droit Pluriel. Vous êtes également juriste, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Voilà, l'association Droit Pluriel qui a signé cette vidéo qu'on vient de voir à l'instant et qui a interpellé sur la définition du mot handicap. On va en parler, c'est la première question à laquelle vous allez être tous les trois soumis. Vous aussi, donc Frédéric Santamaria, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'association Handicap Ensemble. On est un petit peu, j'allais dire, dans le même état d'esprit que l'association Droit Pluriel avec cette volonté d'aider les personnes en situation de handicap, notamment dans les démarches administratives. Et puis également avec nous, Pascal Chobard-Bedreddine. Bonjour. Bonjour. Vous êtes administratrice UCL FCPE, référente handicap, la FCPE qui est évidemment une association de fédération de parents d'élèves. Voilà, de parents d'élèves, et donc c'est avec vous qu'on va un petit peu plus parler éducation avec ces 5 questions qui vont donc se présenter à vous. On va démarrer tout de suite avec la première d'entre elles. Voici cette question. Quand on parle de handicap, c'est souvent de façon péjorative. Quelle est votre définition du mot? Je me tourne d'abord vers vous, Sébastien Courroux. C'est ça. Pendant longtemps, le handicap, ça a été considéré comme une infériorité, un obstacle, quelque chose qui empêche de réussir. C'est pas moi qui invente ces termes, c'est ce qu'on retrouve dans le Larousse ou encore dans le Robert. Et nous, à l'association Droit Pluriel, on veut en fait que le handicap soit défini tel qu'il est dans la loi du 11 février 2005. Donc c'est l'environnement qui représente un obstacle, qui représente un handicap, c'est pas nécessairement la personne. D'accord, donc il y a déjà, comme souvent, dans les problématiques un peu sociétales, quelque chose qui passe par le vocabulaire qu'on emploie. C'est ça l'idée. Tout à fait. Voilà, une idée qui, j'imagine, partagée, Frédéric Santamaria. Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que la notion de handicap, elle a évolué historiquement et qu'on est toujours sur cette notion quand même un petit peu de limitation. Mais qu'effectivement, maintenant, on prend en compte les facteurs environnementaux, qu'ils soient sociétaux ou plus personnels. C'est le milieu familial, c'est plein de choses, c'est l'environnement socio-économique, c'est toutes ces données-là qui vont mettre en avant cette limitation, augmenter cette limitation et amener cette notion de handicap. Pascal Chobard-Bedreddine, vous voulez compléter ? Oui, tout à fait, sachant que le handicap peut être pensé effectivement avec l'environnement. On pense aux 10, notamment les dysgraphiques, l'handicap disparaît complètement quand il y a un ordinateur qui se met en place, ou quand il y a d'autres multidis, quand il y a une AVS qui intervient avec une aide humaine, là le handicap disparaît. Donc c'est vraiment l'environnement qui est le handicap et non pas la personne.
Pascal Chobard-Brédeline, la deuxième question qui va vous être proposée est plus particulièrement pour vous parce qu'on va parler d'éducation. Regardez, à l'école, les profs ne respectent pas toujours les besoins liés au handicap de notre fille. Que peut-on faire ? Alors, effectivement, donc on est très souvent confronté à ce souci parce que les professeurs, certains, pas tous, s'estiment non formés et ne comprennent pas les handicaps avec lesquels ils sont confrontés quand l'élève est face à eux. Donc en fait, il y a des PPRE, des PPS, tout ça ce sont des termes bien techniques avec les GVASCO, ce sont des applications, des procédures, des protocoles qui sont mis en place entre le rectorat, l'école, les parents et les professionnels de santé. Donc souvent les professeurs n'y pensent pas. Et ça peut représenter quoi dans le quotidien de l'élève, toutes ces procédures ? Ça peut être... Cette procédure, ça peut représenter par exemple de la violence morale, la violence physique. J'ai le cas par exemple d'un dysgraphique à un ordinateur, l'ordinateur plante, ça arrive. Le professeur qui lui répond, bah, t'as qu'à prendre une feuille, un stylo, tu fais comme tout le monde. Sauf que le gamin est dysgraphique, donc il ne peut pas écrire. Donc ça c'est une violence morale, ça c'est une violence physique. Et là donc, concrètement, la famille revient vers vous et vous interpelle. Et là concrètement, la famille, soit elle intervient toute seule, elle contacte la direction, elle interpelle le professeur, elle interpelle la direction. Et si ça ne fonctionne pas, en tant que référente handicap de la FCPE, j'interviens avec la famille. Et quand ils ne comprennent pas, parce que ça peut arriver, je menace du pénal. Ils reçoivent un courrier qui part au rectorat et ça part au défenseur des droits avec tous les articles de loi. Et ça, en général, en quelques heures après, c'est réglé. Menacer du pénal, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'un enseignant qui ne respecterait pas tout ce protocole risque des sanctions pénales ? Tout à fait. D'accord. Tout à fait. J'ai déjà menacé, en tant que tel, du pénal, le recteur pour mon propre fils, puisque moi aussi je suis parent d'enfants multi-10, car par exemple pour passer le brevet des collèges, il avait besoin de son tiers-temps, qui m'était refusé, parce qu'il faut savoir que sur Montreuil, il n'y a pas de médecin scolaire, et donc pour passer les tiers-temps pour les examens, le passage devant un médecin scolaire est obligatoire. Qui dit pas de médecin scolaire, qui dit pas de tiers-temps. Donc non-respect du handicap, non-respect de l'adaptation au handicap. Du coup, j'ai menacé le recteur du pénal si mon fils ne voyait pas un médecin scolaire. Et c'est avéré que mon fils a été le seul sur Montreuil à voir un médecin scolaire car j'étais la seule à porter plainte. D'accord. Et c'est à ça aussi que servent la FCPE les fédérations sert à ça. De parents d'élèves. Messieurs, quelqu'un veut compléter ? Juste pour compléter dans ce qui vient d'être dit, le handicap, ça représente chaque année consécutivement la première cause de discrimination selon le défenseur des droits. C'est la première cause de saisine. Et souvent, par rapport au handicap, on est face à un peu un déni. C'est-à-dire qu'on est face à des situations, on n'ose pas avoir recours au droit. Et comme vous venez de le dire, c'est nécessaire. C'est pas aux personnes de bricoler ou de trouver des techniques pour pouvoir étudier ou quoi que ce soit. C'est vraiment aux écoles, aux lieux de travail qui doivent s'adapter. C'est des règles, c'est un droit, c'est pas un privilège. On va passer à la troisième question tout de suite. On va la découvrir ensemble. Je dois monter un dossier MDPH pour mon enfant. Comment m'y prendre et où trouver conseil ? Je me tourne vers vous, Frédéric Santamaria. On peut peut-être rappeler d'abord ce que c'est le dossier MDPH et en quoi c'est si important ? Alors, pour préparer cette émission, en fait, je vous ai sorti le dossier MDPH. Ça fait 20 pages. Okay ? Il y a grosso modo 6 volets différents. L'identification, le parcours, les besoins, la scolarité, la vie professionnelle. Il y a même 2 feuillets sur les aidants. Alors je ne sais pas vous, mais la dernière fois où vous avez rempli un dossier administratif qui fait 20 pages, c'était quand ? Voilà. Donc déjà, ça, c'est et c'est crucial. Je ne sais pas si c'est discriminant, mais c'est difficile. Et c'est pourtant crucial comme document. Crucial parce que ça permet d'accéder à un statut particulier auprès de la MDPH du département et donc ça ouvre des droits derrière et des accès à différents services, compensations, enfin bon bref. Donc Maison départementale des personnes handicapées. Voilà. MDPH. Et le site c'est Place Handicap. D'accord. Donc effectivement en plus, il y a des pièces justificatives à joindre, etc. Bon, classiquement, je dirais, voilà. Donc, effectivement, ce dossier,
il peut être compliqué à remplir pour beaucoup de gens, pour des personnes porteuses de handicap aussi. Donc, elles peuvent se tourner, si elles se débrouillent bien, elles le remplissent directement en ligne sur le site de la MDPH. Ou alors elles viennent vous voir. Sinon, elles se tournent, par exemple, vers Handicap Ensemble avec nos permanences à Montreuil. Elles peuvent normalement s'adresser à des assistantes sociales, qu'elles soient départementales, communales, etc. Pour une anecdote quand même, notre association a été contactée pour former les assistantes sociales de la Pitié-Salpêtrière au dossier MDPH. D'accord, c'est dire le retard qu'il y a. C'est dire la problématique. Et donc, pour élargir le débat, en fait, on est sur une problématique de lisibilité et de possibilité de comprendre comment il faut faire, à quoi j'ai droit, etc. C'est vrai pour plein de choses de la vie de tous les jours des personnes porteuses de handicap. Effectivement, je rejoins Sébastien quand il dit qu'il ne faut pas hésiter, entre guillemets, à taper du poing sur la table et dire « mais attendez, il y a quelque chose là ». Voilà. Et on va préciser aussi que dans ce dossier, vous l'évoquiez un petit peu tout à l'heure, sur l'importance de ce que ça va engendrer derrière pour les personnes en situation de handicap, il y a tout l'aspect financier, hein. C'est-à-dire c'est ce qui va permettre d'avoir accès à des subventions, Pascal Chaubard-Bedreddine. Et là aussi, vous intervenez là-dessus, je crois. Oui, tout à fait. Moi, les parents me sollicitent pour monter le dossier MDPH. Je le fais en ligne avec eux, je fais une permanence tous les samedis matins et j'écris avec eux, c'est moi qui leur écris le projet de vie qui est vital parce que c'est ce qui permet d'avoir les subventions ou pas. Par exemple, j'ai eu l'exemple d'une mère de famille qui avait mal rempli son dossier MDPH, qui n'a donc pas eu droit au minimum de la subvention. Et comme son enfant était en situation critique parce que discriminé, parce que les profs ne respectaient pas dans le collège où il était, je l'ai aidé à remonter le dossier MDPH, j'ai réécrit. Et du coup, ça a permis à pouvoir envoyer l'enfant dans une école spécialisée, privée, payante très cher, mais du coup, la MDPH a financé à 80%. Donc, vous l'avez compris, toutes les interrogations que vous avez sur le dossier MDPH, vous avez plusieurs possibilités. Vous vous tournez vers Handicap Ensemble ou vous contactez aussi la FCPE. On va passer, parce que le temps presse, à la 4e question de ce question-réponse. La voici, elle est plus pour vous, Sébastien Courroux. Mon frère a besoin de faire appel à un avocat, mais nous craignons que la communication soit compliquée. Quelle solution envisager ? Alors déjà, il faut savoir que nous, à l'association Droit Pluriel, on a lancé depuis un peu plus d'1 an, c'était au tout début du premier confinement, on a voulu faire une solution simple, rapide et accessible pour toutes les personnes qui rencontrent un problème de droit. Donc c'est une permanence juridique qui s'appelle Agir Handicap, que vous pouvez retrouver sur www.droitpluriel.fr. Là, directement, vous pouvez poser vos questions. Et nous, derrière aussi, on sensibilise la profession. C'est-à-dire qu'on encourage les bonnes pratiques, on forme les avocats et on va essayer de faire en sorte que ça ne soit pas juste quelque chose dont ils ont entendu parler, mais c'est quelque chose qu'ils vont vraiment intégrer dans leur pratique. Et vous avez l'impression que ça prend, que c'est facile pour la professionnelle ? C'est long, mais ça progresse. On a des partenariats qui se nouent, on essaie de mettre les professionnels autour de la table. Après, il n'existe pas d'annuaire encore d'avocats qui sont accessibles. Parfois, il peut y avoir des problèmes. Donc le mieux, souvent, c'est de demander. C'est de dire sa situation et est-ce que est-ce que vous pouvez faire les réunions au rez-de-chaussée si jamais... Voilà, la personne est en handicap moteur, il faut y aller. Et nous, derrière, si on nous contacte, on peut faire une première orientation. On va passer à la 5e et dernière question de ce question-réponse. La voici. La loi de 2005, vous en parliez tout à l'heure, fixe l'égalité des droits pour les personnes handicapées. Mais toujours aussi compliqué de monter dans un métro. Est-ce qu'on avance ? Frédéric Santamaria, votre point de vue sur, on va dire, la mise en application ? J'ai envie de dire. Quand on n'avance pas, on recule. Moi, je constate qu'effectivement, le métro parisien n'est pas fait pour les personnes, on va dire les PMR, les personnes à mobilité réduite. C'est extrêmement difficile. Moi, j'ai en mémoire un exemple à Barcelone, le métro de Barcelone. Il y a des ascenseurs partout. Les rames au niveau des quais, c'est aménagé pour que les fauteuils puissent circuler. Enfin bon, bref. Il y a une question de volonté politique. Et je voudrais dire, moi, une sorte d'espérance ou d'espoir un peu vain peut-être, je ne sais pas, mais c'est qu'au-delà de cette loi de 2005 sur l'accessibilité, qu'on ait enfin, alors une loi, je ne sais pas, c'est peut-être un peu délicat, mais un mouvement sur l'accessibilité des cerveaux humains, c'est-à-dire que tout à chacun
Ça peut être long, en effet. Oui, je pense que c'est une vraie question d'évolution. Que tout à chacun puisse prendre en compte ces difficultés d'accès, c'est-à-dire que c'est l'instit qui n'a pas été formé pour ça, mais qui doit avoir cet esprit ouvert, parce que de toute façon, les profs des écoles, on ne pourra pas les former comme des médecins. Voilà, il faut être raisonnable aussi. Quelqu'un dans le bus, c'est l'ouvrier sur un chantier qui pense que oui, il y a de l'accessibilité, une prise de conscience générale. Et voilà, maintenant il faut ouvrir les esprits. En un mot, Sébastien Courroux, votre point de vue sur cette loi de 2005, son application? Il y a des progrès, mais c'est toujours un peu compliqué. Juste pour vous donner un exemple rapide, il y a beaucoup de lieux qui sont équipés de boucles magnétiques. La boucle magnétique, c'est un dispositif qui permet aux personnes malentendantes de pouvoir entendre mieux. Mais les personnels qui travaillent dans ces lieux équipés ne sont pas formés à utiliser la boucle magnétique. Donc on peut faire tous les aménagements possibles. Si on ne forme pas les gens, si on ne leur indique pas comment faire, on n'avancera pas. La formation. Pascal Chobard-Bedreddine, vous voulez ajouter quelque chose? Et oui, dans les lycées, c'est une catastrophe. Aucun ascenseur, les portes sont trop petites, des escaliers partout. Alors évidemment, les lycées, surtout en Seine-Saint-Denis, sont très vétustes. Il y en a certains, les fenêtres tombent, les murs tombent. Donc pourquoi rajouter un ascenseur quand là, c'est une question de salubrité dans les écoles. Les collèges, ça commence à aller mieux. Le 10e collège, Solveig-Anspach, il y a un très bel ascenseur, tout va très bien, mais certains collèges qui sont trop vétustes, il n'y a rien. Donc l'accessibilité des élèves qui sont porteurs de handicap, c'est une catastrophe. Merci beaucoup à vous trois d'avoir répondu donc à ces 5 questions.